Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes avec Zef Zabo au micro du Pasteur Bobo. Ce n'est pas la première fois, vous le connaissez déjà, mais on va essayer de faire une brève présentation qui est Zef Zabo. Il est doctorant en droit, Université d'Ottawa, Canada, 98-2002. Maîtrise en droit, LL, Université de Paris 8, France, 93. Maîtrise en gestion et développement des entreprises coopératives, Université de Sherbrooke, Canada, 1997. Il est auteur, écrivain, juriste, éditeur indépendant et président initiateur de l'ONG Justice, Éducation et Développement, en sigle GED, créé le 12 mai 2017. Il est aussi consultant juridique. Il s'applique et se prépare pour l'examen du barreau afin de commencer également sa carrière d'avocat. Bonjour Zef. Bonjour, Pasteur Bobo. Je vous ai présenté, mais si on vous demandait à vous-même de le faire, comment allez-vous le faire? Écoutez, je pense que vous avez tout dit. On a inséré ma biographie dans le livre, justement, pour que les lecteurs puissent savoir. Je suis, effectivement, comme vous avez dit, donc Zef Zabo. Je suis auteur, donc écrivain, juriste. Et je suis à ma deuxième publication, donc mon deuxième livre, raison pour laquelle je suis ici. Donc j'ai publié Justice corrompue, volume 1, Connaître vos droits, en février 2006, Zabo versus University of Ottawa. Connaître vos droits et savoir vous battre pour établir la justice, où on a appris aux gens, aux lecteurs notamment, ou informer d'autres de leurs droits et différents moyens pour rétablir la justice lorsqu'ils sont l'objet d'actes de barbarie ou d'abus de divers ordres. Là, je viens de publier mon deuxième livre, donc, qui vient de paraître, qui a été publié au mois de juin, début juin, ici. Et alors, c'est Les juges de nos droits. Zabo versus système judiciaire corrompu. Donc la série de mes livres, c'est Justice corrompue, donc 1, 2, et éventuellement il y aura d'autres volumes sur d'autres sujets, toujours de nature juridique ou judiciaire. Vous vivez au Canada, vous êtes d'origine, vous êtes congolais, mais quand vous écrivez Justice corrompue, de quelle justice parlez-vous? Ben, la notion de justice, elle est universelle. De un, ça il faut qu'on le sache. Et de même que la corruption. Donc ce n'est pas propre à un système judiciaire donné. Alors, mes livres sont basés sur des faits réels, donc c'est basé sur des histoires vraies. Quand je parle de justice corrompue, c'est en référence d'abord à une histoire vraie qui a été vécue par moi-même. Donc c'est en référence à l'affaire Zabo contre l'Université d'Ottawa. Et donc c'est que ça concerne en premier lieu, donc, le système judiciaire canadien. Mais on peut étendre, et dans le livre, je me suis efforcé naturellement, dans la mesure où la notion de justice, elle est une notion universelle, et que le combat pour la justice, le combat pour contre la corruption du système judiciaire, c'est un combat qui est mené à l'échelle mondiale. La corruption est un fléau qui gangrène la justice partout dans le monde. Donc ce n'est pas un fait unique. D'ailleurs, comme vous le savez bien, c'est pire même dans les pays, dans les républiques dites bananières, donc dans des pays où la corruption est érigée en système de gouvernance. Alors dans ces pays-là, le problème est encore beaucoup plus grave, vous voyez. Mais, comme je dis, en premier lieu, le cas vécu, c'est un cas qui a été vécu au Canada, mais par extension, de par la notion de justice qui est universelle. Donc, ça s'applique aussi aux pays en voie de développement.
Zef Zabo, qu'est-ce qui s'est-il passé à Ottawa, au Canada? Ce déclic-là, il avait quelque chose avec la justice canadienne. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement et quelle a été l'issue de ces dossiers? C'est ça, pour être bref et permettre à mes lecteurs eux-mêmes de découvrir à travers le livre, donc je vais dire Justice corrompue, volume 1. Ici, j'ai relaté les faits de l'affaire de manière très détaillée. Il s'agit d'un conflit d'abord justement au niveau interne d'une institution. Alors c'est un cas de rupture de contrat. Vous savez, la relation entre aussi bien un professeur d'université et une université, ou un employé d'une autre institution et l'institution donnée, c'est une relation contractuelle. Donc dans ce genre de relation, il peut avoir justement des abus, il peut avoir une rupture de la relation, il peut avoir non-respect même des termes de référence, de termes contractuels de la relation. Et même l'étudiant, entre un étudiant de doctorat et une université, il y a une relation contractuelle, régie par les règlements de l'université, régie par le contrat de thèse de l'étudiant donné. Alors, lorsque les termes de référence ne sont pas respectés par l'une des parties données, il y a une rupture de contrat. Et c'est comme le contrat de travail. Lorsqu'un terme, ou les conditions, ou les termes essentiels du contrat ne sont pas respectés, on parle de rupture de contrat. Alors, au niveau des institutions, que ce soit au milieu du travail et autres, vous avez des organes qui sont là pour régler des cas, comme il y a des comités de discipline, par exemple, dans les entreprises. Quand vous êtes l'objet d'un licenciement abusif, vous avez des voies de recours d'abord internes, avant de vous prévaloir d'une action en justice à l'externe, donc devant les tribunaux. Et au niveau des universités, c'est la même chose. Donc c'est le même mécanisme où vous devez d'abord épuiser les voies de recours internes. Alors une fois que c'est fait, vous avez plein droit d'aller vous prévaloir d'une action en justice. Donc, notamment, alléguer une rupture de contrat et être entendu sur base de la preuve et que le juge puisse trancher s'il y a eu rupture de contrat ou pas. Alors, dans cette affaire, je poursuivais l'université pour une histoire comme 2 millions de dollars. Et ce qu'il y a eu, c'est que, écoutez, vous allez découvrir dans le livre, parce que si j'en dis trop, même les lecteurs seront plus tellement intéressés, il n'y aura plus de défis pour eux. Alors, ce qu'il y a eu, il y a des juges que je considère... Et vous avez gagné 2 millions de dollars? Non, l'affaire, comme je dis, donc il y a des juges qui se sont méconduits, les juges se comportent, d'où justement le livre vous amène, vous, à juger. Donc j'amène les lecteurs à s'imprégner des faits de l'affaire et de juger, de se mettre à la place de juge pour trancher. Vous verrez qu'il y a des juges qui font du n'importe quoi. Et c'est ce qui fait que je qualifie ces juges-là de juges d'opérette. Même en Occident. Justement, c'est ça la gravité. C'est encore beaucoup plus grave parce que quand on arrive dans ces pays dits de démocratie, un pays comme le Canada, un modèle de démocratie qu'on dit, mais ce qu'on vit en Afrique, dans nos pays par exemple, où c'est pas un secret pour qui que ce soit, un secret de polichinelle comme on dit, donc la corruption est pratiquée de manière notoire. Et dans certains pays, il est même érigé en système de gouvernance au vu et au su de tous. Dans l'Europe. Vous pouvez gagner. On dit la justice des riches. C'est ça justement. La corruption revêt diverses formes. Il y a la corruption matérielle et financière. Alors, il y a la corruption morale aussi. Il y a la corruption morale. Alors, il faut combattre la corruption sous toutes ses formes, parce que ça gangrène non seulement la justice, mais la corruption compromet, hypothèque la justice et le développement économique, et le développement humain de la personne aussi. Parce que quand vous êtes l'objet d'un déni de justice, quand on vous dénie vos droits devant les tribunaux, quand on vous dénie vos droits d'accéder à la justice,
ben ça détruit en quelque sorte l'homme. Donc le développement humain subit un coup du fait de la corruption de la justice. Donc, que faut-il faire? Le combat doit être mené à tous les niveaux. Et donc, comme je dis, ce n'est pas un phénomène simplement canadien. C'est surprenant de voir, mais il n'y a aucune surprise parce que le système est corrompu. Les juges sont des hommes comme vous et moi. C'est des gens qui ont des sentiments, c'est des gens qui sont subjectifs. Il y a une justice à deux vitesses, que ce soit aux États-Unis ou en France ou ailleurs. Chez nous, c'est pire, tout simplement. C'est pire dans les pays, comme j'ai dit tout à l'heure, les pays où la démocratie est écrasée par des dictateurs, où on étouffe la démocratie, où on étouffe les droits et libertés des personnes. Dans ces pays-là, la justice subit un coup beaucoup plus fort. Mais ça ne veut pas dire que le système judiciaire est parfait en Belgique, ici où on est, ou aux États-Unis. Il y a des cas, ici aussi. Il y a des cas, aux États-Unis, ici et partout ailleurs, la justice n'est pas parfaite. Le système judiciaire est corrompu. Parce qu'il y a une justice à double vitesse pour les riches, comme vous avez dit tout à l'heure, pour les pauvres, les petits peuples comme nous, mais aussi, nous qui sommes de race noire et autres, subissons aussi ce qu'on appelle la discrimination raciale devant les juges. Donc on est désavantageux devant le système judiciaire. On le suit partout à travers le monde de ces justices corrompues. Volume 2, les juges et nos droits. C'est déjà sur le marché. Mais une question qu'on pourrait se poser. Ici on voit, les juges sont-ils au-dessus de la loi? C'est une question qui se pose, mais nous en Afrique, Zéphiré, si ici on se pose la question si les juges sont au-dessus de la loi, nous, c'est beaucoup plus, c'est les présidents qui sont au-dessus des juges. Ben c'est ça, donc, comme je dis, le système, donc tout dépend maintenant du système. Alors, la question fondamentale posée dans ce livre, comme je l'ai dit, c'est dans le deuxième livre, le deuxième volume, je parle les juges et nos droits. Comme le titre est révélateur, on parle des juges et nos droits. Donc la question, ça s'applique ici aux juges. Sont-ils au-dessus de la loi? Que font-ils avec nous? Quelle est la relation? Comment gèrent-ils? Comment les juges administrent-ils la justice? Est-ce qu'ils le font en respectant, en se conformant à la loi? Est-ce qu'ils se considèrent comme des demi-dieux, des personnes au-dessus de la loi? Malheureusement, il y a des juges qui se comportent, selon l'expérience que nous avons eue, au regard notamment de la jurisprudence, parce que ça, c'est un travail très fouillé aussi, qui a pris en compte les décisions qui ont été rendues dans des affaires similaires. Donc il y a un travail exhaustif qui a été fait dans ce deuxième livre, un travail comparatif, un travail de comparaison, un travail très fouillé de la jurisprudence, de manière très substantielle, comparer, démontrer de manière claire que le système judiciaire est corrompu. Donc je prononce le mot corrompu et je parle même d'un système judiciaire raciste. Pourquoi? Parce que j'ai comparé et j'ai vu. Donc je suis à l'abri de toutes sortes de poursuites. Alors pour revenir à la question, pourquoi est-ce que c'est les présidents qui sont au-dessus de la loi? Ben ça c'est une autre paire de manches. Ça c'est une autre question qu'on pourrait aborder. Mais je crois que dans le premier livre, dans le volume 1, j'en ai parlé de cet aspect-là. J'ai parlé en disant notamment que personne n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Alors ça devenait le leitmotiv dans le volume 1 où je dis nul n'est au-dessus de la loi, que ce soit le président de la République, que ce soit les ministres. On a tous été, l'article 1er de la Charte universelle des droits de la personne dit clairement, les hommes sont nés libres et égaux en dignité et en droit. Votre livre passe chez les juges européens ou américains. Le livre passe très bien. Mais moi, je parle du cas, exemple, RDC.
on prend un cas, le président Kabila ait fait un mandat. Le président ait fait un mandat. Pensez-vous que nos juges, les juges de la Cour constitutionnelle, est-ce qu'ils ont le pouvoir de dire les droits, d'empêcher le président de briguer un troisième mandat en Afrique? Les juges ne sont pas au-dessus de la loi. Ça, c'est le principe. Le président de la République n'est pas au-dessus de la loi non plus. Dans les républiques bananières, dites bananières, malheureusement, il y a ces présidents, c'est pas pour rien que je les appelle des dictateurs, qui se comportent comme si ils étaient au-dessus de la loi, qui écrasent la démocratie, qui n'ont aucun respect pour la Constitution de la République. Alors ça, c'est un problème réel. On sort du cadre normal, du fonctionnement normal des cours et tribunaux, donc l'administration normale de la justice. Dans ces pays-là, vous avez des juges qui deviennent complètement des juges d'opérette, qui sont à la solde des présidents de la République, parce qu'ils sont nommés sur des bases qui sont très discutables aussi. Et comme la corruption est érigée en système de gouvernance dans ces pays, les juges se comportent, se méconduisent sans vergogne, comme je dis. Et moi, je les qualifie des juges d'opérette, finalement, parce qu'on ne peut pas faire confiance en de tels juges. On a vu des cas, pour parler notamment de la RDC, on a vu des cas dont on ne reviendra peut-être pas en détail ici, où le quorum pour rendre un jugement n'était pas atteint, mais les juges ont malgré tout statué et décidé. Alors, c'est inquiétant pour la démocratie, c'est inquiétant pour la justice. Alors, un tel système judiciaire démontre de très très graves problèmes dont il faut tenir compte. Mais le principe est là. Le principe est que ni les juges, ni aucun président de la République dans aucun pays du monde n'est au-dessus de la loi. Alors maintenant, la question que vous posez, c'est la question maintenant de l'application, la mise en œuvre de la loi, le respect des dispositions légales par les uns et par les autres. C'est là où ça pose problème, justement. Alors, lorsqu'il y a des distorsions de cette nature, ça veut dire que le système ne fonctionne pas. Quand le système ne fonctionne pas d'en haut, il est corrompu, et que vous avez des systèmes de dictature qui s'installent, malheureusement, la justice subit un coup. Donc, on n'est plus dans une vraie logique d'un système judiciaire. Donc, c'est un système judiciaire qui est radicalement, qui est substantiellement, foncièrement corrompu. Foncièrement corrompu. Ensuite, nous sommes avec vous, revenons de la diaspora. Ici, dans la diaspora, on estime notre diaspora à plus ou moins 6 millions de personnes. Mais je prends beaucoup plus la diaspora Europe, Amérique. Là, on peut aller dans les 2 millions ou 3 millions. On vit la discrimination. Il y a un problème de discrimination. Vous dites que la justice, les juges ne sont pas au-dessus de la loi. Mais qu'est-ce qu'on devrait faire concrètement pour contrer des cas de discrimination dans notre diaspora? Justement, donc le livre se veut justement aussi une source d'inspiration pour des gens qui vivent justement des dénis de leurs droits, non seulement au niveau de la diaspora, mais aussi dans nos pays d'origine, en Afrique, partout dans le monde. Le principe est clair, nul n'est au-dessus de la loi. Et la loi, c'est la loi. Elle est dure, mais elle est la loi. La loi, elle est dure, mais c'est la loi. Dura lex, sed lex. Alors ça s'applique à tous. Alors que faire? Justement, dans le volume 2 ici, justement, vous fournit la réponse. Que faire quand les juges se méconduisent sans vergogne, quand les juges se comportent comme s'ils étaient au-dessus de la loi? Vous allez voir ici, je dis, les juges sont-ils au-dessus? Est-ce que c'est un sacrilège de poser la question? Ce n'est pas un sacrilège. Ce sont des hommes comme vous et moi. Le livre, l'un des objectifs, c'était aussi de démystifier les juges. Et c'est ce que j'ai fait dans ce livre. Vous lisez ce livre, les juges sont complètement démystifiés. Vous n'aurez plus la même image, vous n'aurez plus la même perception des juges.
si vous lisez ce livre, Les Justes et nos droits? Les gens diront, Zef Zabo nous pousse, nous tire vers les hauts, mais lui-même, il n'arrive pas à gagner son procès. Vous ne gagnez pas, mais vous nous donnez de l'espoir. On peut gagner des juges qui connaissent la loi plus que nous. Mais c'est ça justement. Donc le combat, c'est un combat. Le combat c'est un processus. Alors, on perd des batailles, mais la guerre continue jusqu'à la victoire finale. Donc ça veut dire que si vous perdez une bataille parce qu'un juge s'est méconduit, ou les 3 juges de la Cour d'appel, ou même si au niveau de la Cour suprême, les juges se méconduisent et il n'y a pas d'autre voie de recours, mais il reste justement la voie de recours populaire. Et c'est ce que j'ai fait. Les juges se méconduisent à différents niveaux. Le premier, vous savez, au niveau la Cour supérieure, ce qu'on appelle la juridiction de droit commun, donc la grande instance ici, le tribunal de grande instance, siège à un juge. Alors ce juge-là, lorsqu'il se méconduit, et le cas est flagrant, vous avez le juge qui n'a d'oreille que pour l'une de 2 parties. Le juge qui applique la loi ou interprète la loi de manière anarchique, de manière terroriste. Mais c'est du vagabondage judiciaire. C'est du terrorisme judiciaire, j'en parle dans le livre. C'est des juges corrompus, c'est des juges d'opérette. Et on ne doit pas se gêner lorsque nos droits fondamentaux ont été bafoués, de tout simplement s'effacer, se soustraire, dire non, moi j'ai perdu confiance en la justice et je mets... Non. Alors, moi, je suis allé au-delà, justement, des voies judiciaires. Lorsque les juges, vous arrivez à la limite, vous voyez que le système est complètement rongé, corrompu. Qu'est-ce que vous faites? Justement, ce sont ces voies, par la suite, extrajudiciaires, des combats que vous pouvez mener par la suite, notamment par ce livre. Si je me taisais, vous ne seriez pas au courant. En parlant, j'essaye de ma façon de faire avancer nos droits, de faire avancer la justice et de tirer la sonnette d'alarme. Et entre-temps, de ramener nos juges à la raison. Okay? Faire un rappel à l'ordre à nos juges pour dire, écoutez, il ne faut pas prendre les justiciables pour des idiots ou des cons. Nous ne sommes pas des cons. Nous sommes des justiciables, nous avons des droits. Alors moi, j'encourage les gens, d'où j'ai créé cette ONG, j'aide justice, éducation et développement, qui va opérer sur 3 axes. Et l'un de ces axes, c'est justement l'éducation. C'est aussi là, l'éducation. Parmi les activités, il y a aussi l'édition des livres, sur des histoires vraies, basées sur justement la violation de nos droits, des cas d'injustice et de déni de justice délibérés devant les tribunaux. Moi, je suis disposé à aider les gens qui ont été victimes d'actes de barbarie, d'actes de déni de justice délibérés devant les tribunaux, pour les aider à écrire. Et à force d'écrire, comme moi, ce cas-ci, dès que la presse, okay, pour l'instant, la presse, l'autre presse, la presse canadienne, comme je m'attaque au système judiciaire, ben, ils ne veulent pas parler de cette histoire. Ils ne veulent pas en parler, pourquoi? Parce qu'ils protègent le système. Il y a un système corrompu et qui implique d'autres acteurs dans la corruption. Vous voyez, vous verrez, je parle de la théâtralisation de la justice dans ce livre. Le justice théâtre. La justice, elle est tellement imparfaite qu'il y a des acteurs, il y a des gens qui ont ramené des juges d'opérette, qui ont ramené la justice à un niveau de théâtre. Ils font du n'importe quoi. Il y a des juges qui se permettent de faire du n'importe quoi. Que ce soit ici et chez nous, c'est la même chose. Alors, que faire? Il ne faut pas lâcher. Même quand vous arrivez au niveau de la Cour suprême de justice, il faut continuer. Il y a des voies comme la publication. Moi, j'ai exposé ces juges. Les noms de ces juges sont ici. Mais ces juges, il y en a peut-être qui vont se pendre après avoir lu ce bouquin. Le livre est exposé. On peut aujourd'hui me poursuivre en justice pour diffamation ou bien interdire le livre. On peut me poursuivre pour outrage au tribunal. Mais les preuves sont tellement solides.
Je n'ai même pas peur. Zef Zabo, juriste, écrivain, beaucoup de casquettes, mais bientôt avocat. Quelle est la motivation? Ben, la profession d'avocat, ça a toujours été c'est un rêve d'enfant. Donc j'ai fait le droit, j'ai fait mes études de droit essentiellement pour être professeur d'université et avocat. Alors il y a eu malheureusement il y a eu quand j'étais prêt pour commencer la profession d'avocat, ben, il y a eu des événements malheureux au pays avec l'agression du pays par des pays étrangers. Alors, ça a retardé ma décision, parce que j'ai dû partir pendant que je faisais mon doctorat au Canada. J'aurais pu commencer en même temps à pratiquer la profession d'avocat et puis rentrer et embrasser les deux carrières, donc professeur d'université et avocat. Alors maintenant, après plusieurs années au Canada où j'ai eu à travailler, j'ai 15 ans d'expérience dans le domaine public, comme j'ai travaillé pendant des années donc, au gouvernement fédéral du Canada. Et j'ai travaillé pendant 2 ans à Kinshasa. À un moment donné, j'ai quitté pour aller travailler. Alors, j'étais directeur juridique de la banque Ecobank. Et maintenant, ben, écoutez, avec l'âge, j'ai senti le besoin. Et là, avec mes publications, j'ai senti le besoin maintenant, de commencer maintenant à défendre les droits de la personne. Alors le meilleur moyen, l'outil est là. Je suis avocat, juriste de formation. Donc j'ai créé cette ONG dans cette perspective-là aussi. Et la pratique de la profession d'avocat, c'est une passion, c'est un rêve. Je pense que c'est le moment, je ne peux plus retarder ma décision, donc d'où j'ai même décidé d'arrêter plusieurs activités que j'avais au Canada. Donc je travaillais encore pour le gouvernement, j'avais réintégré, mais j'envisage sérieusement d'embrasser la carrière d'avocat chez moi. Alors on regarde un peu les choses, comment ça évolue. Mais je pense que c'est le moment, faire avancer les droits de la personne, contribuer au développement du pays. Si on peut lutter déjà pour éradiquer la corruption ou réduire la corruption au pays, ça serait déjà une bonne contribution. Et si on peut aider ceux qui n'ont pas accès à la justice d'y avoir accès, que ce soit par des services de proximité et d'autres services plus spécialisés, donc les personnes démunis qui n'ont pas accès à la justice, on pourrait les assister par des services aussi de proximité. Entre-temps, ben, une carrière aussi d'avocat, parce qu'il faudra qu'on vive de cela aussi. Donc la pratique, mais une pratique qu'on voudrait exemplaire, à l'abri de la corruption. On voudrait montrer qu'on peut gagner des causes en faisant son travail. Que faire pour se procurer le livre Justice corrompue, volume 2, les juges et nos droits. Zabo, système judiciaire corrompu. La saga continue. Bah, le livre, celui-là, il vient d'être publié, donc c'est aux États-Unis. Il est aussi imprimé aux États-Unis. En anglais, français, anglais. Bah, la version anglaise est en traduction, malheureusement. Celle-ci aussi, la traduction est en cours. Ça a pris beaucoup de temps, mais je pense que d'ici au plus tard fin juillet, on aura déjà la version volume 1 ici, en anglais. Alors, les livres sont disponibles partout dans le monde sur Amazon. Donc, on peut commander, vous pouvez vous procurer le livre sur Amazon. Amazon France, Amazon États-Unis, UK. Alors le premier, c'est ça, le premier est à 15 €, et le deuxième est à 24 €. Puis c'est plus récent, donc il y a un prix spécial sur l'autre. Et il y a plus de travail, je pense, de jurisprudence qui est faite ici, qui est fait. Alors aussi, vous pouvez contacter l'auteur aussi pour vous procurer avec dédicace. Pour l'instant, je suis en Belgique. Mes coordonnées sont sur justice. Juge
il faut voir ça mosale que ndenge koki. C'est fait ngana ozo so maloba batumisa ba numéro raté. Bali ko landa tout le monde en France, tout le monde va Fillon. Fillon ba coincé tika la justice en France, coincé ti poussé même après des élections. Tout le monde aux États-Unis ti lelo bali ko landa la Trump, alors président il y a beaucoup ya makasi mais bali ko landa la tout le monde bakangela biso DSK a dérangeant moi femme de chambre yi mutu ya mbongo ba posaye pour alanda ki femme de chambre fille mobola fille et le côté yi mutu ya mbongo ba gagner bon yo sont dimbarate on lobi ke et le côté livre to singi bosomba yango pour za matata yo lobi rien que on ba linda baka o to mona ke ba coincé ba puissant ba coincé bon. Mais ndenge na otako loba donc justice c'est-à-dire que fonctionner ma point ils ont deux vitesses. Il y en a justice il y a ba riche na ba pauvre. Oh il y a corruption donc mutu aza puissant. So le la justice au Monica Orosuka parce que les causes la fille Diallo ça Diallo la fille là a gagné à des riche. Yo bigi ba riche mais pauvre a gagné riche. Mais justement, justice et Ali, ils ont à double vitesse. Ils ont à deux vitesses. Alors, est-ce qu'il faut autique? Il faut qu'on bunde dans le système. Donc, on retombe dans le juge, n'dengue beaucoup bunde là. Ceux qui jugent pas Monique, bobundi, boti, preuve, n'abîme bien que tous les Ali na place. Ok? Juge, monsieur suspect, nakubanga, surtout ceux presse et côté baza kolande là. Bakam sous sont ils très populaires, so presse les Holanda. Bah juge ba décision on peut la rendre monsieur il a position. La presse peut aussi influencer la décision de la juge. Mais pour parler de manière générale, toujours on a kaka oui y était. Système judiciaire partout dans le monde. Il y a bus dans des pires collègues. C'est pour ça que je dis bah réalité au Nazar le Banakat il y a livre justice corrompue dont je parle. Ah ouais. Ça s'applique chez nous mais pas n'abus ça pire. Ah ouais, Ezali. Justice, ils ont parfaité. Ils ont en États-Unis. Il faut autant la bien pour mon enquête, ils ont mon boulot. Ils ont mon boulot. La justice ici, ils ont corrompu. Alors je ne dis pas que ça que. Nazar, le bayango, t'es pas si quoi. Bah, dictateur, va récupérer le bao. Tu vois, quand ministre, me sort, bien non. Qu'on appelle à la rabongo. Il ne faut pas comme explication et comme justification à Bango pour continuer comme ça. Est-ce que Kabila n'amène des bassins à livre, bassins à livre, bâtir la bureau, c'est une corruption. Il y a un livre à Zabo, n'importe peu corruption. Justement, il ne faut pas que tout sombré na Babouzo Babongo, si tu permets l'expression. Donc, Baza Watamaïle, Mendaza juriste, Aza Maël, Amutumoro Maël Mingi, Aza Namutu, Ayebi Kotang, Ayebi réalité. Ils ont vécu, et il a vécu ici. Justice a peu Ezali, corruption. C'est la réalité. Mais je veux dire, il n'y a pas de comparaison. Degré à gravité, au bango basala rakuna namboka. Parce que kuna, il n'y en a même pas. Parce que mibe que zo utanango, na jugé moi azaguna contre leur monte. Mibe que utan na niveau social-écolo. Tu vois. Alors awa, est-ce que mibe que utan niveau l'écolo ou bien utakana katia système, oui, tu vois. Donc il y a quand même une indépendance, il y a justice. Le principe est que la justice doit être indépendante. La magistrature assise. Donc, juge, faire de manière indépendante. Mais chez nous, c'est clair que c'est contrôlé. Tout est contrôlé. Il n'y a aucune décision qui sort de là sans que juge Joana Azouamibeko ou bien influencé soit par la corruption directe, ou bien c'est politisé. Alors c'est tellement politisé chez nous. Awa, on vit ça à un niveau moindre, à un degré moindre. Pas le but est qu'ils athées, mais le niveau est moindre et la corruption ici, la forme, elle est aussi bien matérielle, mais elle est beaucoup aussi plus morale aussi. Rien que Batbaye Bani. Alors Barossa, Biloko Bokoye, jamais. Elohim Barossa. Alors dans les deux cas, moi, je combats la corruption sous toutes ses formes. Alors, et partout où elle se trouve dans le monde. Merci beaucoup, Zef Zabo. Merci pour déborder ta l'émission. Maintenant, on peut savoir une minute au succès vidéo. On peut se mal au succès vidéo. La question est au succès. Tout le monde, mon Congo, mon Maïle, a dit qu'on s'est pour le Canadien, on s'est pour le gouvernement du Canada, ou a dit qu'on s'est la Bango.
quand est-ce que okosala pour la mboka la au Congo, okosala pour Congo ezakokufa, Congo ezakolela, Congo ezala posa ya bato mayele lokola ba Zef Zabo ba travailler na mboka la biso, mboka na ekende liboso, mboka la emata, mayele nyonso wana opesi ba Canadien. Non, ngai zali je suis à la disposition mboka na ngai, motiba na ngai za mboka. D'où naïbisho que na que pratiquer carrière avocat nangai kuna banda et j'ai plein de projets ONG il y a tellement de projets pour combattre la corruption à bas niveau et belé et za makambo et banda kundeng babat bawe la banda kuna ba bunda biso moko tozana banda ko tozana ba procès depuis des années bokena ba cadastre kuna ba toutes les preuves sont là. Bah, certificat d'enregistrement biloko na bino na o ya faux et bimi mais bon ok devant bah juge bah ça va aventure bah autant vous savez 10 ans bah et bien que biloko tu fais ici là alors tant quand on va commencer à dénoncer bah biloko oignon sur tout ça on va aller tendre vers commettre fin à biloko oignon sur tout ça tout travailler na bamboka ah ouais mais comme je t'ai dit en 2010 entre 2008 2009 2010 na zonga qui n'a travaillé na Congo j'étais directeur juridique na Ecobank. Donc, on a travaillé, j'étais le secrétaire général de la banque aussi, donc je suis numéro 2 de la banque. J'ai travaillé pour la RDC pendant 2 ans. Et puis j'ai travaillé pour la commission il y a cinquantenaire. J'ai travaillé avec le général Kaloumé, j'étais l'assistant, donc le conseiller, il y a général Kaloumé, la commission du cinquantenaire. Bissoto organisé qui va biloko à cinquantenaire, j'étais impliqué. Donc, Natika Kimoussala Awa, j'ai démissionné. Après 9 ans de service dans le gouvernement, j'étais haut fonctionnaire, on a démissionné, on a zongi, on a travaillé dans Mboka. Et la banque, la Tiki Bank, mais qui n'a travaillé pour nous. Mboka, j'ai travaillé avec le général Kaloumé, la commission générale du cinquantenaire de la RDC. Donc, mais là, tu n'impressionnes personne. Mais tu as un lobby, tu as travaillé pour Mboka. Parce que là-bas, on peut avoir un meilleur impact et sur le développement Mboka, et sur l'orientation du pays, et sur le développement humain. Vous voyez? Tout est à faire dans Mboka Nabiso. Et l'évolution sécuritaire en Mboka, beaucoup d'intellectuels rentreraient chez eux. Mingi Torozong et Panabiso, c'est que Signo et Malam. Mais ce des problèmes au niveau sécuritaire où tu ne sais pas si de la lobby ou quoi. Alors c'est regrettable, c'est inquiétant de voir le niveau ou l'évolution actuelle du pays. Donc on espère que le pays va vraiment connaître une autre évolution et qu'il y a une mususu mboka faut nzela mususu nzele bati yango na orbite mboka on eza merveille mboka on nzamba pesa biso ezali eza paradis c'est vraiment déplorable c'est eza triste comme on a évolution mboka eza okende c'est triste mais tozana ndama comme mboka. Merci beaucoup, ça a été un plaisir pour nous d'avoir Zef Zabo avec nous au micro du pasteur Bobo, ici dans la capitale de la diaspora congolaise, Bruxelles. Justice corrompue, volume 2, les juges et nos droits. Donc, la qui peut y commencer la semaine prochaine. En tout cas, beaucoup de procureurs, beaucoup d'Amazon, beaucoup de l'Amazon, beaucoup de Justice corrompue, volume 2, Zef Zabo. Nancy, as écrivain, à comment livre, merci beaucoup. Nous prochainement. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Bobo.